m'avoir sollicité pour cette intervention donc sur la question du désir et sur le rapport entre désir et motivation, et sur la question justement de savoir quel rapport on peut établir entre ces deux notions. Et alors, pour commencer, donc, pour initier un petit peu et introduire cette réflexion sur le désir, je voudrais vous demander simplement de faire une petite expérience de pensée. C'est-à-dire ce qu'on appelle en philosophie une expérience de pensée, c'est imaginer une situation possible ou impossible, mais qui nous permet de bien cerner un petit peu le caractère tangible, je dirais, d'une problématique philosophique. Imaginez qu'un matin, vous vous réveillez et que vous ne ressentez plus aucun désir. Même pas le désir de vous lever, même pas le désir du premier café du matin, du petit déjeuner. Enfin, il y a toujours quelque chose qui nous motive justement pour nous sortir de la torpeur matinale, hein, alors qu'on serait quelquefois tenté de rester bien au chaud sous la couette. Là, pas de désir. Pas de désir, eh bien cet état, certains malheureusement le vivent, et le vivent très douloureusement, c'est un état qu'on appelle la dépression. C'est une souffrance sans, très intense, hein, pour connaître des gens autour de moi qui ont été victimes de cela, c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement terrible. Et quand on interroge ces gens, ils nous expliquent que quand ils sont dans cet état, eh ben, ils ont l'impression qu'il n'y a plus de désir, il n'y a plus rien, ils n'ont plus envie de rien. Et ils ont l'impression que leur vie s'effondre. Et j'ai envie de dire que ça, c'est la preuve vivante que le désir est le moteur de la vie. C'est-à-dire, quand il n'y a plus de désir, il n'y a plus de vie véritablement. Et c'est en ce sens-là que je vais défendre une conception du désir qui est une conception très positive du désir. Ce qui n'a pas toujours été le cas en philosophie, puisque si on essaie justement sinon de définir, en tout cas de caractériser ce qu'est le désir, eh bien, euh, et si on le fait en essayant de se référer un peu à l'histoire de la philosophie, on découvre vite qu'il y a une certaine ambivalence du désir, c'est-à-dire que le désir contient un aspect négatif, un aspect positif. L'aspect négatif, c'est celui qui va être principalement souligné, entre autres par Platon dans le Banquet, c'est le manque. Le désir, en effet, traditionnellement, est fréquemment défini sous la forme du manque, c'est-à-dire on désire toujours ce que l'on n'a pas. On désire toujours ce que l'on n'a pas, on désire toujours ce qui nous manque, et finalement c'est d'ailleurs même un petit peu l'étymologie, hein, du mot désir, puisque derrière l'idée de désir, il y a l'idée de euh, la nostalgie de l'astre qui a disparu, de la nostalgie d'une étoile, hein, c'est un petit peu le sens originel du mot désir. Donc c'est une absence, bien, euh, qui suscite le désir. Mais si on va un peu plus loin, il y a un autre aspect du désir, plus positif. C'est le désir défini comme puissance. Le désir défini comme puissance d'être et d'agir. Et ça, c'est la définition du désir qu'on va trouver, par exemple, chez Spinoza. Spinoza, en effet, va considérer que le désir, c'est véritablement le moteur de la vie et de l'action. Et d'ailleurs, quand je dis que Platon définit le désir sous la forme du manque, c'est un petit peu simplificateur, parce que si on fait référence à la manière dont il le présente, entre autres dans le Banquet, qui est le grand texte de Platon, où il est question de l'amour, mais l'amour au sens où il l'entend, Eros, c'est aussi et surtout le désir. Bien. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont il présente, dans un récit mythique, euh, la manière dont Eros est venu au monde, dont le dieu Eros est venu au monde. Parce que Eros, donc, qui est dieu de l'amour, mais qui est aussi le dieu du désir, hein, eh bien, est présenté comme étant le fils d'une déesse et d'un dieu. Il est le fils de la déesse Peña, qui est la déesse de la pauvreté. Donc, en effet,
ici il y a l'aspect du manque, et du dieu de la ressource, Poros. Donc, la manière dont Platon présente le désir contient déjà cette ambivalence, hein, à la fois le manque, pauvreté, mais la puissance, la ressource. Et donc, il nous présente le désir comme ce Dieu qui est toujours riche de ce qu'il n'a pas, et qui est donc pour cette raison animé par la quête du beau et du bien. Le désir, c'est le désir du beau, c'est le désir du bien, c'est donc le désir aussi de l'être, hein, mais c'est aussi le désir d'enfanter dans le beau, hein, dans le banquet, c'est-à-dire un désir qui a une dimension créatrice. Et ça, c'est important aussi de le souligner. Alors, une fois qu'on a souligné cette ambivalence du désir, on peut se poser la question de savoir, mais finalement, qu'est-ce qui est premier dans tout ça? Est-ce que c'est le manque? Est-ce que c'est la puissance? Est-ce que c'est une puissance qui vient du manque? Ou est-ce que le manque est second par rapport à la puissance? Alors, si on se réfère à mon philosophe de prédilection, en effet, comme l'a souligné Mathieu, qui est Spinoza, le désir est d'abord puissance. Il est puissance, c'est-à-dire que il est l'expression de l'effort par lequel nous persévérons dans l'être. Cet effort, c'est ce que Spinoza appelle en latin le conatus, hein, c'est un concept qu'il emprunte aussi d'ailleurs à un autre philosophe qui est Hobbes, philosophe anglais qui est Hobbes. Bien, il est puissance par laquelle nous persévérons dans l'être. C'est-à-dire qu'il y a cette idée chez Spinoza que toute chose, hein, non, mais c'est vraiment toute chose, quelle qu'elle soit, de par sa structure, de par le fait que les, les, les parties qui la constituent se conviennent les unes aux autres, eh bien, maintient sa structure autant qu'il est possible, se maintient dans l'être autant qu'il est possible, et chez l'être humain, cela se manifeste, parce que l'être humain est doué de conscience, sous la forme du désir. Hein, le désir, c'est, on va dire que chez les êtres vivants, pour simplifier, se manifeste sous la forme de ce que Spinoza appelle l'appétit, et chez l'être humain, le désir, c'est un appétit accompagné de conscience. Hein, c'est l'appétit accompagné de la conscience de l'appétit, écrit-il dans l'Éthique. Bien. Et donc ce désir, il est véritablement ce qui nous fait être, voire ce que nous sommes. Hein, puisque, en effet, Spinoza va présenter le désir comme étant l'essence de l'homme. Hein, ce qui veut dire, pour résumer finalement, que l'être humain est désir. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des désirs vivants, des désirs, enfin, c'est presque un pléonasme de dire ça d'ailleurs, des désirs vivants. Et alors ce désir, il est à la fois effort pour persévérer dans l'être, c'est-à-dire pour se maintenir dans l'existence, pour, je dirais, maintenir sa structure, mais il est aussi, parce que l'être humain est conscience, puissance d'agir. Puissance d'agir, ça veut dire puissance de produire des effets, d'être cause d'effets qui vont se produire en soi ou hors de soi. Et ça aussi, c'est très important, parce que ça montre que le désir a cette dimension productrice, créatrice, qui fait que justement nous allons enrichir notre existence. Alors, en effet, d'un autre point de vue, on perçoit le désir aussi sous la forme du manque. Mais dans une certaine mesure, euh, cela vient de ce que notre désir, peut-être par absence de lucidité sur lui-même, parce que l'un des problèmes, je dirais peut-être que l'un des problèmes fondamentaux des êtres humains, c'est qu'ils sont désirs, mais qu'ils ne savent pas toujours exactement ce qu'ils désirent. L'être humain, c'est souvent un être qui ne sait pas ce qu'il veut et qui a du mal à être au clair avec son propre désir. Et donc, le plus souvent, notre désir, je dirais par absence de lucidité sur lui-même, se trompe d'objet. Il confond, par exemple, les fins et les moyens pour se satisfaire. Il croit qu'il va obtenir satisfaction en poursuivant certains objets, et puis, au bout du compte, il est déçu. Et donc, c'est lorsque le désir échoue, lorsque le désir ne parvient pas à se satisfaire, qu'il se perçoit lui-même comme manque. Et finalement,
il est originellement puissance. Il est originellement puissance d'être, puissance d'agir, mais lorsque cette puissance finalement échoue, lorsque cette puissance se sent diminuée, elle va se vivre sous la forme du manque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de dire que le désir peut se tromper d'objet? Eh bien, ça veut dire en effet que nous croyons parfois que nous allons être satisfaits, que nous allons atteindre une certaine forme de plénitude, une certaine forme d'être comblés lorsque nous poursuivons certains objets. Nous avons tous fait l'expérience, hein. On espère pendant des semaines, des mois, obtenir quelque chose. Une fois qu'on l'obtient, ben, ma foi, certes, on en tire une satisfaction, mais elle ne dure pas. Hein, c'est un petit peu, si vous voulez, pour prendre un exemple euh, tout simple, hein, l'enfant qui fait sa lettre au Père Noël, qui désire tous les jouets qu'il va avoir. Il est content le jour de Noël quand il reçoit ses jouets devant la cheminée ou sous le sapin, et puis 3-4 jours après, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, euh, Spinoza montre ça dans un très beau texte, hein, qui est le début d'un ouvrage qui s'intitule Le traité de la réforme de l'entendement, où il montre en effet que les biens ordinaires que les hommes recherchent, finalement, ne les satisfont jamais, voire sont même à l'origine de leur propre malheur. Prends par exemple la recherche des richesses matérielles. Il dit finalement, euh, celui qui estime qu'il va pouvoir satisfaire son désir par la seule possession des richesses matérielles, ben, celui-là ne sera jamais véritablement heureux, il ne sera jamais véritablement satisfait. Alors, pour une raison déjà toute simple, c'est que les richesses matérielles, elles se mesurent de manière quantitative. Donc finalement, nécessairement, on n'en a jamais assez, puisqu'on s'imagine on sera toujours plus heureux si on en a encore plus. Bien. Donc on n'est jamais assez heureux de ce que l'on a. Bien. Et puis, parce que justement, ce désir, finalement, confond les moyens et les fins. C'est-à-dire qu'en effet, Spinoza ne nous dit pas, c'est pas un défenseur de l'ascétisme, hein, il ne nous dit pas surtout privez-vous des richesses matérielles, des plaisirs du corps, etc. Il ne dit pas ça du tout. Hein. Il dit en effet, parmi les biens matériels, enfin, parmi les biens ordinaires plus exactement, que la plupart des hommes recherchent, il y a trois choses, et ça il l'emprunte à toutes les morales antiques, etc. C'est le plaisir des sens, les honneurs, la richesse. Bon. Tous les hommes courent après ça, et finalement ils ne sont jamais satisfaits. Bien. Ils ne sont jamais satisfaits, pourquoi? Parce que ces biens ordinaires, ce sont quand même des biens, mais ce ne sont des moyens et non des fins. C'est-à-dire qu'en effet, c'est tout à fait légitime, par exemple, de rechercher la possession de certaines richesses pour vivre dans des conditions décentes, confortables, etc. Mais ça ne suffira jamais. Il y a autre chose. Bien. Il y a autre chose que l'on désire, et justement, c'est ça euh, le problème philosophique du désir. C'est le problème philosophique du désir. Alors, je vais jouer un petit peu sur les mots ici, mais il me semble que c'est la question de savoir que désire véritablement le désir. C'est-à-dire que, et c'est pour ça d'ailleurs que, à cette question, que désire le désir, pour répondre à cette question, que désire le désir, il me semble qu'il faut distinguer entre le désir et les désirs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce que, en effet, euh, notre existence, elle est traversée d'une multitude de désirs, des désirs les plus futiles aux plus essentiels. Hein, ça peut être désirer le dernier iPhone qui vient de sortir, désirer avoir une belle voiture, désirer fonder une famille, désirer faire le bonheur de cette famille, désirer accomplir un projet professionnel, réaliser une œuvre, etc. Bien. Mais tous ces désirs, finalement, ne sont que des déclinaisons du désir dans ce qu'il a de plus fondamental. Ce sont des modalités du désir, des manières pour le désir de se manifester. Et donc, la question qui se pose, c'est celle de savoir, mais finalement, qu'est-ce que nous désirons lorsque nous visons ces objets? Et pourquoi l'obtention de certains d'entre eux nous déçoit
tandis que l'obtention d'autres objets nous satisfait plus. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la satisfaction que nous procure l'obtention de l'objet de certains de nos désirs est souvent de courte durée. Hein. Donc, le smartphone dernier cri, la belle voiture, etc., ça nous satisfait qu'un temps. Hein. Tant que ça présente l'attrait de la nouveauté, ok, ça marche. Puis après, bon, ma foi, on s'habitue et puis on n'y fait même plus attention. Bien. Mais très vite, notre désir va se fixer sur d'autres objets, hein, puisque justement, il est plus satisfait. Et à ce moment-là, le manque renaît. Hein, et on a tendance, en effet, à enchaîner comme ça les désirs au cours de notre existence. Mais, en revanche, lorsque véritablement on satisfait un désir plus profond, là, on va ressentir quelque chose de plus intense. Bien. On va ressentir quelque chose de plus intense, et là, le désir va se manifester non plus sous la forme du manque, mais il va véritablement se manifester comme puissance d'agir, comme puissance de créer, comme puissance de pouvoir véritablement faire quelque chose de sa vie, justement. Alors, je voudrais ici apporter des précisions sur le terme de puissance. C'est-à-dire qu'en effet, il ne faut pas confondre la puissance et le pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Dire que le désir est puissance, en latin, ça se dit potentia, ça n'est pas exactement la même chose que de dire que le désir est pouvoir. Le pouvoir, en latin, c'est la potestas. En effet, désirer la puissance, ça veut dire désirer être en capacité d'agir. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, de produire des effets sur soi, hors de soi. Réaliser un projet, créer une œuvre, ou tout simplement bien faire son travail. Tout ça, ça répond à un désir. Tandis que désirer le pouvoir, c'est autre chose. Désirer le pouvoir, c'est désirer exercer une domination sur autrui, et principalement pour le contraindre, pour lui imposer de faire ce qu'il ne désire pas. Ce qui fait d'ailleurs que le goût du pouvoir, alors attention, hein, le pouvoir, c'est pas l'autorité, c'est pas pareil non plus, j'y reviendrai. Mais le goût du pouvoir, c'est d'ailleurs plus souvent un signe d'impuissance que de puissance. Puisque le goût du pouvoir se manifeste le plus souvent dans le désir de se sentir plus fort, non pas en manifestant sa puissance, non pas en augmentant sa puissance, mais en diminuant celle de l'autre. Donc, si vous voulez, ce goût du pouvoir, hein, qui est le goût du pouvoir du petit chef, qui est le goût du pouvoir de celui qui ne cherche pas à faire progresser l'autre, est généralement un signe d'impuissance. Bien. Par contre, il faut distinguer en effet le pouvoir de l'autorité. Le pouvoir ou l'autorité, d'ailleurs, ne sont pas en eux-mêmes condamnables, bien au contraire. Ils sont légitimes et efficaces que si justement ils sont considérés non pas comme des fins en soi, mais comme des moyens. C'est-à-dire que précisément, ce qu'on pourrait appeler le véritable leadership, ça ne consiste pas à contrarier le désir de l'autre, mais on va le voir, ça consiste plutôt à le susciter, ce désir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de diminuer, de réduire la puissance d'autrui, mais au contraire, il s'agit de faire en sorte de contribuer à son augmentation, à sa croissance, dans le cadre de la réalisation d'un projet commun, d'un projet collectif, d'une cause qui va justement devenir commune parce que chacun va désirer contribuer à sa réalisation, contribuer à son aboutissement. On peut retrouver ça d'ailleurs dans la différence qu'il faut faire entre le maître, entre la notion de maître dans le couple maître-esclave
et dans le couple maître-élève. C'est vrai que le mot maître aujourd'hui est un terme qu'on n'ose plus employer parce que c'est plus très politiquement correct de dire que en tant qu'enseignant, par exemple, enfin en tant qu'enseignant, justement en tant que professeur, je sais que on ne dit plus que je suis un maître qui enseigne à ses élèves, je suis devenu un enseignant qui euh, fait cours à des apprenants, ce qui est pas très joli d'ailleurs comme terme, mais enfin bon, mais parce que soi-disant que le maître, on considère que c'est quelqu'un qui domine. Mais non, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est-à-dire que euh, le maître dans le couple maître-élève n'est pas quelqu'un qui domine, bien au contraire. Hein. D'ailleurs, en latin, il y a deux mots pour ça. Hein. Il y a le maître, le dominus. Alors, c'est le maître, en effet, qui domine l'esclave. Bien. Et puis, il y a le maître, le magistère. C'est le maître qui enseigne à un élève. Et toute la différence, c'est que justement, le maître qui domine cherche à diminuer l'autre, en tout cas à maintenir l'autre dans un état de servitude, tandis que le second, le maître, eh bien, il n'a qu'un désir, c'est de faire progresser son élève. C'est de l'élever, c'est le sens du mot élève d'ailleurs, hein. C'est de l'élever, et il n'est jamais d'ailleurs, comme on dit, si heureux que lorsque son élève le dépasse. Donc, finalement, euh, dans une relation d'autorité, dans une relation, lorsqu'on fait autorité, justement, eh bien, le but que l'on doit avoir, ça n'est pas d'exercer un pouvoir sur l'autre pour l'empêcher de satisfaire son désir, mais c'est au contraire de pouvoir cultiver ce désir pour lui permettre de progresser et de contribuer à la réalisation d'un projet commun. Alors, maintenant, qu'est-ce qui, qu'est-ce que désire le désir au bout du compte? Et là, il me semble que ce qui est intéressant de souligner, c'est que le désir, finalement, qu'est-ce qu'il est? Il est puissance, mais il est désir de puissance. C'est-à-dire qu'en effet, qu'est-ce qu'on désire finalement? Quand est-ce qu'on se sent pleinement exister? C'est quand on sent justement notre puissance d'agir, notre puissance de créer, notre puissance de réaliser, de produire des choses, de contribuer au bien commun, augmenter. Bon. Donc ça veut dire que finalement, si le désir est désir de puissance, et si le désir est puissance, ça veut dire qu'en quelque sorte, le désir se désire lui-même. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on désire? C'est toujours continuer à désirer. C'est continuer à désirer, c'est-à-dire que ce que nous désirons, c'est continuer à être animé par cette puissance d'agir qui nous maintient dans l'être et qui anime notre existence. C'est d'ailleurs ce qui va faire la différence entre le désir et le besoin. En effet, le besoin obéit à une nécessité qui est, je dirais, d'ordre biologique. Et donc, dès qu'il est satisfait, il s'apaise. J'ai faim, je mange, je n'ai plus faim, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, en effet, le besoin, lui, il est essentiellement manque. Lorsque j'ai faim, j'ai le sentiment que je manque de nourriture, mais lorsque le manque est comblé, le besoin se tait, jusqu'à ce que le manque réapparaisse à nouveau. Donc, la faim, la soif, tout ça, ça fonctionne de cette manière-là. Une fois que j'ai mangé et bu, je n'ai plus faim ni soif. En revanche, le désir est insatiable. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il est satisfait qu'il disparaît, bien au contraire, il continue à se faire sentir. Une fois un projet réalisé, je me lance à nouveau et peut-être avec d'autant plus de vigueur que j'ai réalisé le précédent, ou d'ailleurs même que j'ai échoué, parce que quelquefois l'échec peut me dynamiser aussi, dans la réalisation d'un autre projet, ou dans la continuation de ce projet. Car désirer, c'est justement désirer, désirer. C'est désirer se sentir exister, c'est désirer produire des preuves de son existence dans ce qu'on peut réaliser par l'action. Et désirer, c'est aussi surtout désirer se reconnaître dans ce que l'on fait et se reconnaître dans le regard de l'autre. C'est là qu'on va voir en effet que le désir, il est aussi désir de reconnaissance.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la reconnaissance? Si on prend le mot à la lettre, reconnaître quelque chose, c'est connaître cette chose une seconde fois. Bien. Hein, je reconnais quelqu'un dans la rue, ça veut dire je le connais et je m'aperçois que c'est bien lui que je vois. Et chacun se connaît, je dirais, subjectivement, intérieurement. J'ai le sentiment intérieur d'exister. Chacun, disons, se perçoit subjectivement et intérieurement. Mais cette perception de soi, purement subjective, elle ne se suffit pas elle-même. Elle a besoin d'être confirmée par une preuve objective. Et celui qui a bien décrit cela, c'est Hegel. Hegel, en effet, nomme cette prise de conscience de soi objective, prise de conscience pratique de soi, c'est-à-dire prise de conscience de soi par l'action. Il dit en effet, certes, j'ai le sentiment d'exister, j'ai cette conscience d'exister intérieure, intime, mais j'ai besoin aussi de trouver dans le monde extérieur des preuves de mon existence, des signes qui viennent confirmer que j'existe, non pas en moi, mais hors de moi. Et pour les trouver, ces signes, il faut que je produise quelque chose, il faut que je réalise quelque chose. Et le travail, l'art, sont des activités par lesquelles l'homme va pouvoir justement produire des objets dont il sera l'auteur et mais qui vont en même temps avoir une existence indépendante de lui. Et c'est en ce sens-là d'ailleurs que le travail est une activité essentielle pour l'être humain parce que c'est l'activité par laquelle il va produire justement ces preuves de son existence. C'est-à-dire quand je réalise quelque chose, par exemple, je sais pas, moi, je fabrique un objet quel qu'il soit. Il faut d'abord que je le pense. Donc ça veut dire que je vais produire la forme de cet objet en moi, intérieurement. Cette forme, ensuite, je vais l'imprimer dans une matière, c'est-à-dire dans quelque chose qui m'est extérieur, que je vais avoir devant moi. Hein, imaginons par exemple, je sais pas moi, l'ébéniste qui fabrique un meuble. Bon, il va penser ce meuble, hein, il va le concevoir, faire des plans, peut-être, ensuite il va le réaliser. Et une fois que son meuble sera terminé, qu'est-ce qu'il aura devant lui? Il aura une idée matérialisée, c'est-à-dire qu'il aura rendu objectif ce qui d'abord était subjectif. Il aura rendu extérieur ce qui d'abord était intérieur, ce qui était en lui. Il aura devant lui quelque chose qui n'existerait pas si lui n'existait pas. Et ça, c'est une manière de se prouver à soi-même qu'on existe. Et le désir, eh bien, c'est ça aussi le désir humain. C'est le désir de se prouver à soi-même qu'on existe. Et ce désir de reconnaissance, il est essentiel. Il est essentiel, il est même plus important pour nous, me semble-t-il, que la satisfaction de tous nos besoins les plus élémentaires. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, si on se réfère entre autres à la fameuse pyramide de Maslow, hein, il me semble que si on confronte, disons, cette pyramide avec la pensée de Hegel, eh bien, la théorie de Maslow semble discutable, parce que la satisfaction des besoins considérés comme inférieurs n'est certainement pas la condition de celle des besoins jugés supérieurs. Le besoin de reconnaissance, c'est justement, ou le désir de reconnaissance plus exactement, mais c'est à la fois un désir et un besoin, parce que c'est un désir nécessaire. Et ce désir de reconnaissance, il peut justement conduire un être humain à renoncer à la satisfaction de ses besoins primaires pour parvenir à se sentir réellement exister. Et c'est précisément justement parce que l'homme est un être de désir qu'il peut être conduit à renoncer à la satisfaction de ses besoins pour répondre à son désir et pour répondre principalement à son désir de reconnaissance. D'ailleurs, la distinction entre désir et besoin, finalement, elle est assez floue, hein, j'en parlais déjà tout à l'heure. Bon, je disais,
il n'y a pas, en tout cas, la distinction entre désir et besoin, c'est certainement pas la distinction entre d'un côté les besoins qui seraient nécessaires et de l'autre les désirs qui seraient de l'ordre du superflu. Parce que j'ai envie de dire que nous avons aussi besoin de désirer, qu'il y a autant de nécessité, voire plus de nécessité dans le désir que dans le besoin. Ce sont deux nécessités de deux ordres différents. Bien. Les désirs, d'une certaine mesure, ce sont des besoins qui sont propres à l'être conscient, ce sont des besoins de la conscience. Bien. Mais, comme je l'ai souligné précédemment, à la différence des besoins considérés comme primaires, ces besoins de la conscience, que sont les désirs, eh bien, sont insatiables et ils se manifestent sous la forme du désir de désir. Et puis, il y a un autre point aussi sur lequel je voudrais insister, alors je vais peut-être accélérer un petit peu si je veux aller jusqu'au bout, euh, c'est que le désir est producteur de sens. En effet, le désir, c'est ce qui donne sens à notre existence, parce que, alors, sur la question du sens, hein, je voudrais simplement préciser que, en effet, le terme de sens est un terme polysémique, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acceptions possibles du mot sens, hein. D'abord, il y a les cinq sens, hein, ce qui nous permet de percevoir le monde extérieur. Il y a la notion de direction, hein, la direction, c'est-à-dire le lien entre un point de départ et un point d'arrivée, par exemple, hein, le sens d'une flèche. Et puis la signification, c'est-à-dire le rapport entre le signifiant et le signifié. Et ce qui va relier ces trois usages du mot sens, ces trois acceptions du terme de sens, c'est la notion de relation. C'est-à-dire il n'y a pas de sens, il n'y a pas de relation. Relation au monde, relation entre le point où je me situe et la direction, le point vers lequel je me dirige, et puis relation entre les mots et ce qu'ils veulent signifier, entre le signifiant et le signifié. Et justement, ce désir de reconnaissance, eh bien, est producteur de sens parce que c'est lui qui va nous mettre en relation avec le monde et avec autrui. C'est-à-dire précisément, qu'est-ce qui donne du sens à mon existence? Bah, c'est mon désir, parce que mon désir me relie à la réalisation d'un projet, me relie aux autres avec lesquels je vais réaliser ce projet, et c'est dans cette relation-là que précisément l'existence va prendre toute sa valeur. Alors, justement, si on cherche maintenant à préciser le rapport entre le désir et la notion de leadership, ou la notion de leader, ou de la question du management, bien, qu'est-ce qu'on peut en dire? Le leadership, c'est la capacité à entraîner avec soi une équipe. Donc là qu'on va retrouver aussi la notion de motivation, justement. C'est-à-dire un groupe d'individus dans une direction qui sera reconnue par tous, c'est-à-dire entraîner un collectif vers un but commun. Donc être leader, ça veut dire conduire, hein, ça veut dire être en capacité de fédérer les désirs des uns et des autres vers un objectif commun. Reste à définir dans quelles conditions ce leadership peut s'exercer en étant à la fois efficace et, je dirais, acceptable sur un plan éthique. Parce qu'en effet, il ne s'agit pas de manipuler l'autre. Il ne s'agit pas de lui donner l'illusion qu'il fait librement ce qu'on lui impose de faire. Il ne s'agit pas non plus de faire preuve d'autoritarisme, ce qui n'a rien à voir avec une réelle autorité. Mais il s'agit plutôt, je dirais, de cerner le désir de l'autre, de lui proposer une voie pour se satisfaire. Et ici intervient une faculté qui a été très bien décrite et analysée par Aristote, et qui est ce qu'Aristote appelle en grec la phronésis, c'est-à-dire la sagesse du singulier, une sagesse pratique. Alors le terme phronésis, c'est intéressant parce que si on regarde les différentes traductions qui en ont été données, euh, les traductions classiques traduisaient ça par prudence, c'est-à-dire une capacité de prévoir, une capacité de s'adapter aux circonstances. Et puis il y a une traduction plus récente, qui a une dizaine d'années, qui traduit aussi la phronésis par le terme de sagacité.
Parce qu'en effet, la phronésis, c'est une sagesse, mais ce n'est pas la sagesse au sens de la sophia, c'est-à-dire au sens de la science. La science qui est toujours science du général, de l'universel. La phronésis, c'est la capacité à saisir d'une manière intuitive ce qui convient pour bien conduire son action au bon moment. Parce que les anciens appelaient le kairos, hein, le moment opportun. Donc il s'agit vraiment d'une sagesse pratique, qu'un commentateur d'Aristote d'ailleurs définit assez justement comme étant l'habileté des vertueux. La phronésis, c'est la capacité à comprendre le singulier. Alors le singulier, c'est à distinguer du particulier. Hein, le particulier, si je prends par exemple un ensemble d'éléments, il peut être composé de... Tous ces éléments sont des éléments particuliers, puisque ce sont des parties de l'ensemble, mais ils peuvent être toutes parfaitement identiques les uns aux autres. Tandis que le singulier, ça désigne ce qui n'a pas son pareil. Et précisément, quand on travaille avec des êtres humains, on a à chaque fois des personnalités qui n'ont pas leur pareil. Et pour ce qui concerne justement le leadership, je dirais le talent du leader, c'est d'être en capacité justement de fédérer, de solidariser des singularités pour qu'elles contribuent toutes à la réalisation d'un projet commun. Donc le leader, ben, ça va être celui qui va parvenir à saisir dans la singularité du désir de l'autre ce qui peut être sollicité pour la réalisation d'un projet commun. C'est celui qui va parvenir, par ce qu'on peut appeler peut-être son charisme, à faire découvrir à l'autre les ressources qui sont en lui, les possibilités que lui offre son propre désir, avec lequel il n'est pas nécessairement au clair. Et finalement, c'est peut-être celui qui va lui faire découvrir ce que désire son désir. Et c'est pour ça qu'en effet, on pourrait reprendre la formule d'André Comte-Sponville, euh, manager, c'est être un professionnel du désir de l'autre, c'est-à-dire savoir justement le motiver, savoir susciter le désir de l'autre. Motiver l'autre, c'est justement faire usage de cette habileté qui est la phronésis, et qui s'acquiert d'ailleurs principalement par l'expérience, pour trouver dans le désir de l'autre ce qui peut coïncider avec le projet auquel on souhaite l'associer. Et en effet, dans l'idée de motivation, je disais tout à l'heure, le désir est le moteur de la vie. Dans l'idée de motivation, on retrouve aussi cette idée de mouvement. Hein. L'origine latine, c'est le verbe latin movere, hein, qui a donné en français mouvoir, déplacer. Donc motiver, ça consiste à initier un mouvement, à l'orienter, à saisir sa direction naturelle pour l'infléchir dans un sens qui convient aussi bien au désir de l'autre qu'au projet commun que l'on contribue à mettre en œuvre. Donc en clair, en quelque sorte, le désir étant le moteur de la vie et de l'action, être motivé, finalement, c'est tout simplement avoir le désir de faire ce que l'on fait, ou avoir le désir de faire ce que l'on a à faire. Et de la part du leader, de la part du manager, de la part de celui qui dirige, il ne s'agit pas d'imposer à l'autre son désir à soi, mais plutôt de faire converger les désirs, de créer les conditions pour que l'homme au travail ne travaille pas simplement pour gagner sa vie, mais travaille aussi pour se sentir reconnu, pour trouver du sens à son activité. Il y a donc une nécessité pour le manager de manifester un réel désir de faire progresser l'autre et de créer les conditions pour que son désir à lui, le manager, nourrisse le désir de l'autre. Si le manager, par exemple, montre qu'il aime son travail, il est beaucoup plus en mesure de transmettre son désir à ceux qu'il a pour mission d'accompagner. Et là aussi, de ce point de vue-là, je pense que dans la motivation, l'exemplarité joue un rôle déterminant et s'enracine un petit peu dans ce que Spinoza appelle le phénomène de l'imitation des affects. Hein, c'est-à-dire qu'en effet, quand nous sommes en présence de quelqu'un qui ressent un sentiment, une émotion, un affect quelconque, généralement, nous avons tendance à ressentir cet affect également. Hein, Spinoza écrit en effet de ce que nous imaginons une chose semblable à nous et que
nous n'avons poursuivi d'aucun affect affecté d'un certain affect, nous sommes par là même affectés d'un affect semblable. Un petit peu complexe comme formulation, parce que c'est du Spinoza et c'est en plus traduit du latin, bien, mais ça veut dire en effet que quand nous voyons quelqu'un, même qui nous est complètement étranger, affecté d'une certaine manière, eh bien, nous avons tendance à ressentir les mêmes choses que lui. Donc, le manager sera d'autant plus disposé à ressentir, par exemple, de la joie au travail, que le manager va également manifester une certaine forme de joie à accomplir les tâches qui sont les siennes. Alors justement, sur cette notion de joie au travail, je vais dire quelques mots pour terminer. C'est qu'en effet, bon, je sais qu'aujourd'hui, c'est la mode de parler du bonheur au travail. J'ai d'ailleurs écrit quelques textes là-dessus. Vous pouvez trouver d'ailleurs sur Internet. Mais personnellement, j'ai plutôt tendance à préférer parler de joie au travail que de bonheur au travail. D'une part, parce que j'estime que le bonheur, c'est un état difficilement accessible et difficilement définissable. Et puis, parce que le bonheur, ça fait intervenir tous les aspects de la vie d'un individu. Sa vie personnelle, sentimentale, professionnelle, et aussi professionnelle, bien sûr. Bon. Mais si je ne suis pas heureux dans ma vie personnelle, je ne serai pas forcément heureux au travail. Bon. Et, euh, et mon bonheur, j'ai envie de dire, ça ne regarde personne d'autre que moi. Ça ne regarde pas mon employeur, ça ne regarde pas mes collègues de travail, c'est mon problème. Bien. Par contre, la joie, c'est autre chose. Parce que la joie, c'est un affect qui exprime justement une augmentation de puissance, une augmentation de créativité ou d'activité. La joie, la différence entre le bonheur et la joie, c'est que le bonheur, c'est un état. On est heureux ou on n'est pas heureux. Hein, ça supporte mal, je trouve, la notion de degré, le bonheur. Hein, on n'est pas plus ou moins heureux, ou on est heureux ou on ne l'est pas. Tandis que la joie, oui, ça peut se concevoir en termes de degré, parce que c'est l'expression d'un passage. C'est l'expression d'un passage, du passage d'un degré de puissance à un autre degré de puissance. Hein, c'est-à-dire que, justement, je me sens d'autant plus en joie que je me sens en capacité de faire, en capacité d'agir. Donc, par exemple, le sentiment du travail bien fait, la réussite d'un projet, tout cela est source de joie. On trouve ça d'ailleurs dans la définition que Spinoza donne de la joie. Hein. Il dit, par joie, j'entendrai donc, dans la suite, un affect par lequel l'esprit passe à une plus grande perfection. C'est-à-dire, il entend par perfection également puissance. Donc, dès que je sens ma puissance d'agir augmenter, dès que je sens que je réussis quelque chose, ben, des choses toutes bêtes, hein, dire, je vois par exemple un élève qui ne réussit pas à faire un exercice de maths, et tant qu'il n'y arrive pas, évidemment, ça ne va pas, mais dès qu'il a compris, hein, dès que, comme dans les bandes dessinées, la petite lumière s'allume au-dessus de sa tête, il ressent de la joie. Ça y est, il a compris. Bon. Et celui qui a le mieux décrit d'ailleurs ce sentiment qu'est la joie, c'est Bergson, dans un texte qui est extrait de l'énergie spirituelle. Et d'ailleurs, ça rejoint, ce qu'il dit rejoint parfaitement des problématiques qu'on peut retrouver dans le monde du travail ou dans le monde de l'entreprise. Alors, ce texte est un petit peu long, mais je vais vous le lire quand même parce que vraiment, je ne peux pas résister au plaisir de vous le lire. Les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l'homme n'ont pas assez remarqué que la nature a pris la peine de nous renseigner là-dessus elle-même. Elle nous a avertis par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. Je dis la joie, je ne dis pas le plaisir. Le plaisir n'est qu'un artifice imaginé par la nature pour obtenir de l'être vivant la conservation de la vie. Il n'indique pas la direction où la vie est lancée. Mais la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Toute grande joie a un accent triomphal. Or, si nous tenons compte de cette indication et si nous suivons cette nouvelle ligne de fait, nous trouvons que partout où il y a joie, il y a création. Plus riche est la création, plus profonde est la joie. La mère qui regarde son enfant est joyeuse, parce qu'elle a conscience de l'avoir créé, physiquement et moralement. Le commerçant qui développe ses affaires, le chef d'usine qui voit prospérer son industrie, est-il joyeux en raison de l'argent qu'il gagne et de la notoriété qu'il acquiert? Richesse et considération entrent évidemment pour beaucoup dans sa satisfaction qu'il ressent, dans la satisfaction qu'il ressent.
mais elle lui apporte des plaisirs plutôt que de la joie. Ce qu'il goûte de joie vraie est le sentiment d'avoir monté une entreprise qui marche, d'avoir appelé quelque chose à la vie. Et je pense que c'est ça qui est important, hein, en effet, dans le désir. Hein, c'est que le désir n'est jamais autant satisfait que quand il est créateur de quelque chose. Et donc, pour terminer, je dirais que le leader doit d'abord être un révélateur de sens. Accompagner l'homme au travail, le guider, c'est justement lui faire comprendre l'intérêt de son travail. Lui faire comprendre, par exemple, l'utilité sociale de son travail. Lui montrer en quoi ce travail est créateur, créateur de liens, créateur de sens. Bien. Et cela implique donc de faire en sorte que le travail, par exemple, ne se limite pas au labeur. Je prendrai ici la distinction que fait Hannah Arendt entre le travail et l'œuvre. Hannah Arendt distingue le travail, l'œuvre et l'action. Le travail, c'est ce qui nous rapproche le plus de l'activité animale, dit-elle, c'est-à-dire c'est quand on fait des tâches répétitives qu'il faut sans arrêt recommencer. C'est-à-dire quand on produit ce qu'on va détruire pour pouvoir le reproduire à nouveau à l'identique, pour le redétruire à nouveau parce qu'on va le consommer. Bon. On fait à manger tous les jours et à chaque fois, ce qu'on produit, on le détruit en le consommant. Bien. L'œuvre, ça consiste, donc ça veut dire que par le travail, on produit des choses qui ne durent pas. Bon. L'œuvre, c'est la production de choses qui, elles, vont avoir une pérennité dans le temps. Donc, par exemple, l'œuvre d'art, bien sûr, mais ça peut être aussi les grandes inventions techniques, les grandes découvertes scientifiques. C'est des choses qui vont avoir une pérennité, qui vont rester. Bien. Et puis l'action, je dirais, c'est ce qui contribue à changer le monde. C'est l'action politique, par exemple, bon, ou l'action sociale, ou l'action auprès des autres. Enfin. Donc, euh, alors, peut-être que ces distinctions nécessiteraient d'être nuancées, certainement, bien, mais il faut toujours qu'il y ait justement dans le travail quelque chose qui relève de l'œuvre et de l'action pour qu'ils prennent réellement sens. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus motivant, me semble-t-il, que d'avoir le sentiment que par son travail, eh bien, on parvient à changer un petit peu le monde, même si c'est modestement, hein, mais d'avoir le sentiment qu'on apporte un petit peu sa pierre à l'édifice, hein, qu'on a une certaine utilité. Hein. Bon, il y a eu par exemple toute une littérature qui s'est développée récemment hein, autour de ce que, je ne sais plus comment il s'appelait, son nom ne me revient plus, mais un sociologue qui travaille, qui enseignait justement dans une école de management, qui est décédé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, appliquer les bullshit jobs, hein, d'ailleurs bon, entre guillemets les boulots de merde. C'est-à-dire les gens qui ont l'impression que leur travail ne sert à rien et qui se trouvent ont l'impression que leur vie s'effondre justement parce que leur travail ne satisfait pas leurs désirs. Donc, il me semble que pour motiver euh, l'homme au travail, il faut justement créer les conditions d'une réelle reconnaissance du travail de l'autre, c'est-à-dire faire en sorte que le manager se sente reconnu. Alors, pas simplement être reconnu, ça ne va pas simplement lui donner des signes de gratification, hein, lui dire ah ben, c'est bien ce que tu fais, félicitations, merci, etc. Mais c'est vraiment, comme je l'ai dit en me référant à Hegel, lui permettre de se reconnaître dans le produit de son travail, lui permettre d'y voir la preuve objective de son existence, lui permettre de voir l'expression de sa puissance d'agir. Bien. Et à partir de là, on va créer des conditions, alors non pas du bonheur au travail, mais de la joie au travail. C'est-à-dire que précisément, quand le projet que j'ai contribué à réaliser aboutit, qu'il réussit, je vais ressentir de la joie. Donc, pour conclure, je dirais que si le désir est l'essence de l'homme, eh bien c'est en cultivant son désir que l'homme s'accomplit, et pour que cette culture du désir produise des effets positifs, il faut que le désir puisse être au clair avec lui-même, c'est-à-dire qu'il soit en mesure de prendre conscience de ce qu'il désire vraiment. Et le désir, en tant que puissance qui s'auto-entretient, ça va être le moteur de la vie et de l'action. Et par conséquent, il est en effet ce que le manager, le leader, doit susciter, entretenir, de manière à ce que tout être humain au travail sente augmenter sa puissance d'agir, soit en capacité de saisir le sens de ce qu'il fait
et donc puisse y trouver une certaine forme de joie. Voilà, je vous remercie de votre attention.